Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture numéro 57. Bingo! Yes! Et comme d'habitude on va vous présenter 4 livres, donc 2 chacune et on fait pas dans l'originalité aujourd'hui. Si? Tu fais dans l'originalité? Non. Oui, si, moi je vous Pour une présente... fois ce n'est pas les mêmes éditions chez Mamou. Non. Pour une fois, je l'ai. Enfin bref, on va commencer tout de suite. C'est parti! Donc moi pour mon premier ce sera donc Là où volent les papillons de Suzanne Redfam ou Redfirm ou je sais pas trop comment on dit, aux éditions City. Elle se moque de moi. Ça commence bien. Donc c'est l'histoire d'une famille peu banale puisqu'on se retrouve avec Marie et Léo, donc un couple bien sous tout rapport. C'est des gens gentils. Ils ont 4 enfants, donc 2 jumelles, Phoebe, Pénélope et Anna et de souvenir Brandon. Donc ça c'est le seul garçon de la fratrie. On se retrouve donc avec cette famille qui est en deuil. Donc cette famille va nous emporter dans son périple de reconstruction. Ils ont perdu une des petites jumelles qui est Phoebe. Elle est décédée dans leur piscine, dans leur maison donc familiale. Et pour ce faire, la maman, pour exorciser un petit peu toute la douleur de chacun, puisque on voit dans le livre au fur et à mesure des pages que chacun porte son deuil et essaye de résister justement à toute cette tristesse qui habite un petit peu cette famille à sa manière. Donc chacun va essayer d'évoluer comme il pourra et en fait la maman a envie un petit peu de pouvoir changer un petit peu la donne. Je dirais pas un petit peu plus vite, mais quand même pour que ça accélère un petit peu par rapport aux enfants qu'elle voit très très malheureux. Oui, elle veut accélérer un petit peu le processus et pour cela, elle se dit que de changer de maison serait pas plus mal. Donc ils ont dans l'idée, donc le papa et la maman, d'acheter une nouvelle maison magnifique dans un autre endroit. Pour ce faire, il faut vendre la maison familiale que lui a léguée son grand-père. Cette maison familiale, pour la vendre, il faut la retaper un petit peu. Donc ils vont s'y installer pendant les vacances afin de pouvoir faire donc de la restauration pour pouvoir la vendre ensuite en bon état. Et pour ce faire, ils embarquent donc toute la famille, les enfants et tout. Et il va y avoir un petit problème qui va se poser, c'est que dans le jardin, au fin fond du jardin, il y a une cabane. Et dans cette cabane vit une femme. Ils l'appellent la sorcière dans le coin, puisqu'elle est... Mais ils le savent? Alors, ils ne le savent pas. Donc les propriétaires. C'est-à-dire que les propriétaires, donc Marie, Léo et les 3 enfants, arrivent. Ils sont tous contents un peu quand même, malgré leur tristesse du deuil, etc. Ils sont quand même en vacances, on reste des humains. À un moment donné, voilà, il y a quand même que certaines émotions positives. Les enfants commencent à vouloir aller se balader un petit peu dans le jardin, explorer, parce que c'est une grande propriété que le grand-père a léguée à Marie. Et bon, voilà, les petits commencent à explorer, donc comme je vous ai dit, et puis il constate qu'il y a une cabane avec une dame qui vit dedans. C'est surtout, je crois, de souvenir, c'est Pénélope qui la voit pour la première fois de loin, parce qu'à force d'explorer, il la voit, il se retrouve avec elle en face. En fait, elle fait peur à Pénélope. Mais ils ont jamais été curieux d'aller voir ce qu'il y avait dans la cabane? Alors les petits, oui. Les petits, c'est non, mais les grands, les parents. Ça viendra après. Parce que leur but, c'est de retaper. Donc, ils sont dans le mood de la cabane, voilà, la cabane, c'est pas grave. D'abord, ils soupçonnaient même pas qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Oui, c'était pas quelque chose d'évident. Non, du tout. Et puis, en plus, voilà, la madame qui est dans la cabane s'appelle Davina. Elle habite là depuis plus de 20 ans. Donc, voilà, eux, ils arrivent comme une fleur, un cheveu sur la soupe. Ils veulent vendre la baraque. Et puis leur vœu, à un moment donné, ce sera de déloger, justement, Davina.
Oui, bah oui, parce qu'ils vont la découvrir du coup. Voilà, ils vont la découvrir grâce aux enfants, parce que les enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc Pénélope la rencontre, elle lui fait peur, puisque Davina, pour sa petite histoire, et j'en dirai pas trop, parce que sinon je vais tout vous dévoiler, et c'est pas le but. Davina est une ancienne militaire, et elle a été blessée, défigurée, beaucoup de traumatismes, donc pas de par son métier, et donc elle est assez effrayante de par son visuel du visage. Et donc ça effraie Pénélope au départ, et c'est comme ça que vont découvrir le papa et la maman, donc cette femme qui vit dans cette cabane. Donc comme je disais tout à l'heure, elle y vit depuis plus de 22 ans, elle est entourée donc de tous les voisins, de la communauté qui habite pas loin, et donc du village, elle est connue de tout le monde, elle officie un petit peu comme sorcière parce que elle donne quelques remèdes que sa mère lui a enseignés, donc elle retranscrit tout ça, et c'est vrai que certains de ces remèdes fonctionne très très bien. Elle est très aimée des gens parce que c'est quelqu'un de très 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 gentil, très bienveillant. Voilà, il n'y a rien à dire sur Davina de particulier, si ce n'est qu'elle est gênante pour Marie et Léo qui veulent justement vendre cette maison familiale afin de pouvoir donc s'installer dans une nouvelle maison. Mais du coup, ils vont savoir qui elle est vraiment, ou est-ce qu'elle a un rapport avec eux, ou pas du tout? Alors leur histoire est intimement liée, puisque pour la petite histoire, Davina a été autorisée par le grand-père de Marie à rester sur les lieux jusqu'à temps qu'elle ne veuille plus y habiter. D'accord. Donc ça crée des petites discordes, de grosses discordes même, parce que voilà, Davina donne son droit, hein, c'est-à-dire que voilà, elle dit que le grand-père lui a autorisé à vivre sur ses terres. Et donc Marie ne l'entend pas de cette oreille, puisque elle a quand même un acte de vente, enfin un acte notarié qui dit que la maison lui appartient et toutes les terres environnantes. Donc ça va poser de très très gros problèmes. Dans cette histoire, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un rapport avec l'argent, comme je vous ai dit, par rapport à la vente de la maison. Il y a le rapport humain, il y a le rapport de l'amour, il y a le rapport du deuil. Il y a beaucoup de thèmes abordés dans ce livre, puisque Davina, par sa simple humanité, je dirais, va essayer, malgré leur tristesse, de leur réinculquer les choses les plus basiques dans la vie, c'est-à-dire d'être seulement un humain avec ses propres émotions et ses sentiments. Et c'est là qu'à un moment donné dans le livre, ça va basculer, parce que au début, c'est que des je veux récupérer ma maison, donc il faut que vous partiez, et ci et ça. Donc le grand, donc le Brendan, le fils, ne l'aime pas beaucoup, puisque voilà, il veut pas partir, il contredit sa mère, oui, enfin elle contredit sa mère. C'est une relation un peu conflictuelle. Voilà, et puis il a fait des petites choses que je peux pas vous révéler, qui influencent un petit peu aussi cette morosité en lui-même, son rapport avec son adolescence aussi, bien trempée, sa relation avec ses parents. Enfin, tout ça, c'est un lot, puisque on sait que Marie et Léo donc ont perdu un enfant, et c'est vrai que sur la fratrie, ça a des répercussions terribles. Voilà, c'est vraiment, il faut essayer pour eux de vivre pour les trois autres et sans celles qu'ils ont perdues. Ils s'en veulent beaucoup les uns et les autres, donc c'est vrai qu'ils ont cette charge mentale de se dire, pour Brendan par exemple, lui il se dit je l'ai pas assez surveillé, etc. ce jour-là, je vais pas tout vous dévoiler, mais on sait comment elle est morte. Oui, elle s'est noyée. En fait, elle était sous la surveillance de Brendan ce jour-là. Ah, donc il doit s'en vouloir lui aussi. Et il s'est passé ce qui s'est passé, je peux pas vous raconter. Et elle en est morte, voilà, parce que voilà, il s'est passé. Oui, sinon je peux pas dire. Je peux pas dire ce qui s'est passé. En tout cas, on sait qu'il s'en veut beaucoup. Pour ce qui est de Anna, l'autre sœur, plus âgée que les jumelles, elle trouve bienveillante tout de suite Davina. Elle ça matche tout de suite, parce que en fait, Davina est très observatrice. Et elle lui donne un remède, parce que Anna est atteinte de migraines depuis que sa sœur est décédée, et c'est des migraines qui ne la quittent pas, et qui l'empêchent de vivre. Donc elle porte cette charge sur elle de mal-être complet, et en fait elle lui donne un remède
qui fait son effet, qui fonctionne très très bien, mais qui déplaît très fortement à Marie. Alors j'en dirai pas plus sur ce qui va se passer entre elles trois aussi. Donc en fait Davina c'est vraiment un problème et pour la maison et pour les membres de cette famille. Sauf une. Voilà, sauf une, puisque Anna tilte tout de suite. Hein, Pénélope en a peur, Anna tilte, Marie ça la dérange, Brendan il l'aime pas. Et puis alors Léo. Alors Léo, faut en parler un petit peu de cet homme tellement gentil, discret, et puis d'une tolérance folle. Alors on en a fait un mari, mais d'une tolérance, c'est inouï. Aussi bien avec Marie, donc sa femme, que ses propres enfants. Voilà. Et c'est un peu, je dirais, lui qui va entre toute cette ribambelle de personnages et Davina, qui va essayer de faire, je dirais pas le lien, mais c'est quelqu'un qui va avoir un peu, je dirais très vulgairement, le cul un peu entre deux chaises, puisqu'il va commencer à apprécier Davina, et en même temps, il veut pas être contre sa femme ni ses enfants. Donc ça va être très problématique pour lui. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va s'en sortir parce que c'est quelqu'un de très bien. Que dire d'autre? C'est beaucoup de thèmes tristes, touchants, poignants, réels, puisqu'on aborde le thème du deuil dans une famille. On sait très bien que souvent on dit et on entend les gens dire de toute façon ça passe ou ça casse dans un couple quand on perd un enfant. C'est vrai. Et c'est vrai que la reconstruction est très 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 difficile. Parce que comme tu l'as dit au début, le deuil c'est pas la même chose, on le vit pas tous de la même façon. Hein. Non, et c'est là que ce livre intervient dans sa beauté, je trouve, de cette écriture. C'est qu'en fait on nous décrit bien en fait les sentiments de chacun. Voilà, on est à la place de Marie. À chaque position, à chaque âge. Voilà, il y a des âges un peu différents même par rapport aux gosses. Et c'est vrai que Davina, elle est cette personne qui va humaniser un petit peu tout ça, qui va relativiser et qui va remettre en cause aussi cet aspect... comment dirais-je, pécunier, puisque ils veulent à tout prix vendre cette maison, mais ils en ont pas besoin en fait. Voilà, du coup. Parce que cette maison, de toute façon, ils l'ont finalement. Cette maison, ils l'ont. Et puis, en fait, Marie qui a été souvent en vacances chez son grand-père, n'a que de bons souvenirs de cette maison. Donc voilà, on sent bien tous ces sentiments très mitigés, même un peu négatifs parfois, parce que Marie, finalement, à un moment donné, est très oppressante avec ses enfants, vu qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait d'Avina, elle dit aux enfants de ne plus sortir de la maison. Oui, elle essaye de les protéger, mais voilà. Oui, mais en même temps, voilà, c'est pas justifié, puisque ce n'est pas quelqu'un de malveillant, bien au contraire. Je vous laisse le découvrir dans cet ouvrage qui est formidable. Moi je me suis régalée, c'est une autrice que je ne connaissais pas. L'histoire est formidable, enfin moi elle m'a beaucoup émue, c'est très intense. J'ai beaucoup aimé, et je lui mets 5. J'ai beaucoup aimé la façon dont le deuil est abordé vis-à-vis de tous ces personnages. Donc moi pour le prochain je vais vous parler de Janou de Océane Ganem aux éditions Hugo Roman. Est-ce que c'est étonnant? Non, pas vraiment. Moi aussi, je suis addict à une maison d'édition. Voilà. Après, on se moque de moi. Il faut savoir que ce livre, en fait, on va rencontrer Joanie et Sian. C'est marrant parce qu'il est mon surnom, mais enfin voilà, c'est marrant. Donc, je dois préciser quand même que l'autrice a déjà écrit un livre qui est en rapport avec la sœur de Sian, donc Olaïna. Si je prononce et finalement, tu vas lire indépendant. Olaïna et Cynthia. Bah, en fait, si vous voulez lire d'abord le premier, je vous le conseille si vous voulez savoir l'histoire justement de la sœur de Sian, parce que finalement, on sait si elle finit avec Synth ou pas, et ce qui leur arrive finalement dans le futur. Voilà. Donc, c'est la petite aparté de cette histoire, donc ne lisez pas ce livre si vous voulez savoir le premier livre de l'autrice, parce que je crois que c'est son premier, je suis pas sûre. Donc là on est avec Joanie, on fait un retour en arrière, enfin on fait un flashback dès le début, pour nous expliquer la situation de cette petite fille, enfin de cette jeune ado, je crois qu'elle a 13 ans au moment des faits, où en fait elle a un frère, Joao. Et en fait, ces deux enfants ont l'habitude de voir des violences conjugales au sein du foyer. Et en fait, un jour, ça dérape, puisque leur mère va
poignarder finalement leur père pour entre guillemets un peu se défendre, puisque finalement en fait c'est de la légitime défense. lui il veut lui porter les coups et elle va se défendre, mais malheureusement ça ne l'arrêtera pas lui dans la course et devinez quoi, Joanie va s'en mêler. Par une impulsion, elle va récupérer, je crois que c'est un couteau, et le planter dans le corps de son père, à un endroit bien précis. Là, c'est moche. Mais il faut savoir que voilà, c'est une enfant, je crois qu'elle a 13 ans au moment des faits, donc voilà, elle reste quand même jeune. Et voilà, donc qu'est-ce qui se passe après ça? Elle part, mais son frère, je crois que sur le moment, son frère n'est pas là. Il est plus là. Ou il est pas là, je ne sais plus. Mais elle va aller se réfugier chez ses voisins, qui est donc sa meilleure amie, qui est Olaïna, et son frère Sian, elle est éperdument amoureuse de lui. D'accord. Voilà, depuis qu'elle est plus jeune, c'est son amoureux, elle l'adore, elle veut sortir donc avec lui. Elle va se réfugier chez lui. Donc elle va se réfugier chez sa meilleure amie. Et en fait, elle va croiser Sian justement chez eux. Et elle va lui dire, et lui il va lui dire, ne le dis à personne sauf à moi, tu n'as plus le droit d'en parler et je vais t'aider. Donc là on pose les bases de ça. Voilà. La maman est encore là? Et ben la maman elle est restée avec le père. Et oui, parce que lui en fait la Sian veut protéger en fait la petite. Veut protéger Joanie du coup, mais sa mère est restée avec son père. Mais théoriquement c'est le rôle de la mère à faire ça, non? De quoi? Bah de protéger la petite. Oui. Mais la mère, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va porter le chapeau pour son père. D'accord. À la place donc de la petite. Elle va porter le crime. Voilà, c'est ça. Pour sa fille. C'est ça. Et en fait, du coup, c'est elle qui va aller en prison, justement, pour homicide. De l'autre côté, on a Sian. Mais malheureusement, en fait, l'histoire de Sian vient un petit peu après celle de Joanie. Je crois qu'il se passe quand même quelques chapitres du présent pour pouvoir... introduire l'histoire finalement, et en fait on découvre que Sian et son passé n'est pas forcément aussi simple que ce qu'on pourrait croire en apparence, puisque c'est quelqu'un qui finalement en fait dans le présent part, il s'engage comme militaire, et en fait il part, il quitte le domicile familial, et en fait il quitte du coup sa sœur et Joanie par la même occasion. On sait pourquoi après, parce qu'il y a plein de choses à dire sur lui, justement, on nous explique. Mais on nous le terre, donc je vais pas forcément vous expliquer son passé à lui, juste qu'il n'a plus de mère, puisque sa mère est morte aussi. Elle est morte un peu avant l'accident qui s'est passé justement avec Joanie et ses parents, je crois, dans mes souvenirs, et du coup, voilà, on apprend au fur et à mesure du livre qui il est et pourquoi il est forcément comme il est. En tout cas, il a l'air gentil, puisqu'il prend quand même la petite sous son aile. Ouais, mais c'est la meilleure amie de son frère, de sa sœur, pardon, et en même temps, il sait qu'elle est amoureuse de lui, tu vois. Et finalement, on découvrira au fil du livre qu'il est pas si indifférent que ça au fait qu'elle soit tout le temps étouffante, tout le temps là en train de le dire à tout le monde, enfin, tu vois. Ils ont un égardage quand même, non? De quelques années. Ça fait un peu comme Duncan et puis... Genre lui il est au lycée, elle est elle commence quoi, enfin c'est pas un grand écart non plus. Et en fait dans le présent du coup, parce qu'il faut qu'on en vienne un peu au présent, c'est qu'est-ce qui se passe dans le présent. Elle a ouvert son propre garage et en fait elle ne voit plus que par Sian puisqu'elle est avec Allo, et elle a appris à mettre ses sentiments pour lui de côté et à vivre sa vie, on va dire, entre guillemets. Donc le fait qu'ils se soient enrôlés en tant que militaires, ça les a un petit peu séparés. Oui, mais pas trop non plus, parce qu'en fait on apprend un petit peu plus tard aussi, où je crois un petit peu... Mais c'est juste succinct quand on nous le dit, c'est que voilà, il s'est passé quelque chose, parce que quand il revenait de permission, voilà, il se passait quelque chose avec elle, mais voilà, c'était pas vraiment quelque chose de concret. C'était pas de l'amour, en fait. Voilà, il lui donnait pas un véritable amour. Pas ce qu'elle voulait, elle, vraiment, donc elle prenait juste ce qu'il lui donnait, finalement, et en fait, il repartait. Ça s'est jamais conclu entre eux finalement. Très frustrant. Et donc elle a, on va dire, un peu enchaîné les hommes, tout ça pour essayer, enfin certainement de l'oublier, etc. Et finalement elle est tombée sur Allo, un gars très gentil qui lui veut fonder sa propre famille. Il a d'ailleurs un fils avec son ex-compagne. Voilà, il veut un mariage, une famille. Voilà, il veut quelque chose de très stable. Oui, il veut quelque chose de stable avec elle. Ouais. Sauf que ce n'est pas du tout le délire de Joanie. Elle est pas du tout comme ça. Le mariage c'est pas pour elle, les enfants elle voit pas pourquoi elle en aurait, au vu de ce qui s'est passé avec ses parents. En tout cas il n'arrive pas à lui faire changer d'avis. Non, et puis même, on sent quand même qu'elle arrive pas à lui donner l'amour que lui voudrait avoir. Tu vois, genre, je sais pas comment expliquer. Elle est pas prête?
Non, elle est pas prête. Puis de toute façon, on sait que dans un coin de sa tête, il reste quelqu'un d'autre. Donc, elle n'arrive pas à faire abstraction de ça, tu vois. Elle n'a pas fini son histoire avec Exactement. Sienne. Exactement. Et en parallèle, justement, voilà quelque chose qui pimente un petit peu l'histoire, c'est le retour d'un personnage improbable. Improbable, qui vient la menacer, qui lui dit qu'il veut de l'argent, je crois que c'est 15 000 $, un truc comme ça qu'il veut, ou même plus, je crois que c'est 50 000 après. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui l'a fait chanter. Qui la menace et qui lui dit que si elle veut qu'il ne dise rien, il faut qu'elle lui donne de l'argent. Il faut savoir qu'elle vient d'ouvrir son propre garage, ça coûte de l'argent, qu'elle a pas forcément renfloué les caisses, et que c'est un peu... Oui, elle n'a pas la trésorerie. Voilà, c'est pas... Faut pas se cacher. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, elle va devoir trouver une solution. Devinez qui la sauve à ce moment-là. Sienne. Évidemment. Enfin voilà. Et qui est ce personnage improbable? Eh bien oui, c'est son père. Son père qui, on l'apprend, n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il sait qu'elle lui a planté le coup de couteau. Et donc il va faire chanter sa propre fille. Exactement. Il va lui faire chanter pour la faire taire, parce que c'est sa mère qui purge la peine, pour elles deux finalement, et voilà, en fait... il la menace, quoi. Il dit même que s'il faut, il va aller tuer sa mère, qu'elle soit en prison ou pas. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment... Oui, il est prêt à faire chanter sa fille parce que en plus, il a des problèmes. Père parfait, quoi. Il a des problèmes avec d'autres gens, voilà, pas très honnêtes non plus. Donc forcément, voilà, il engrange sa fille. Pour lui, c'est tout à fait normal. Enfin. C'est le bon père. Voilà. Donc il menace sa fille et elle doit vivre avec ça. Mais il faut savoir quand même quelque chose, c'est que son frère, Joao, n'est pas au courant. D'accord. Il n'est pas au courant que c'est elle qui a porté justement le dernier coup de couteau, que... En fait, il sait que son père est vivant ? Oui. Il est pas au courant de ce que elle a fait, en fait. D'accord. Lui, il croit que c'est sa mère. Oui, voilà, c'est ça. Il sait pas que... Il sait pas. Il sait pas parce qu'il était pas là. Donc, il y a juste Sian qui sait, sa mère et son père. Voilà. Et on est comme ça tout le long de l'histoire, à savoir comment ça va se démêler, parce que son frère est là, sa meilleure amie aussi, tu vois. Donc c'est compliqué à un moment de cacher les choses, tu vois. C'est pas un secret. Il faut qu'elle se débrouille toute seule, mais comment va-t-elle faire pour rembourser, pour donner l'argent à son père? C'est ça la question. Et est-ce qu'elle va lui donner? Et est-ce qu'elle va lui donner? C'est ça la question. On ne vous le dira. Donc l'histoire, grosso modo, c'est ça. En tout cas, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un très très bon moment. Je vous dis, en parallèle, on nous donne un petit peu le passé de chacun. Beaucoup de Joanie au début, beaucoup de Sian à la fin. Donc il revient à la fin sur le... Mais en fait, finalement, c'est une histoire d'amour. Hein. Parce que je l'ai pas forcément décrit comme ça, mais je pense qu'on a compris que voilà, finalement, en fait, ça porte sur beaucoup Joanie et Sian. Et finalement, on sait s'ils finissent ensemble à la fin, ou est-ce que finalement le destin est contre eux et ils pourront jamais se mettre ensemble depuis les années qui sont passées finalement. Ouais. Mais on nous décrit quand même leur histoire à eux et ce qui s'est passé entre eux. Voilà. En tout cas, c'est une très jolie histoire. Et ça a l'air. Je lui mets 5. Oui, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Après, je vous rappelle quand même qu'il y a quand même un premier tome sur sa meilleure amie. Donc, voilà. Au cas où, si vous voulez le lire. Mais moi, je lui mets 5. Ils sont très beaux. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé une agréable lecture. Voilà. Donc, je vous le conseille. Moi, pour mon prochain et mon dernier, ce sera donc Le rêve de nos mères, tome 2. Donc, c'est Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitochi aux éditions Charleston. Ah, pas étonnant, ça c'est marrant. Écoutez, il faut bien que je vous en prête un petit peu, au moins un. De toute façon, c'est une suite. J'avais envie de vous donner mon avis parce qu'en fait, le premier, si vous vous rappelez, il était tout fin, mais avec quand même pas mal d'introductions. Là, on se retrouve donc en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Donc, toujours les mêmes protagonistes, surtout Julia et puis Emily. Ça, c'est pour le côté femme. Ensuite, on a donc Archibald, on a Will qui revient sur le devant de la scène, et tous ceux qui vont gravir autour de ces deux femmes, puisqu'on nous parle surtout de la vie de Julia Ashford, si vous vous rappelez pour la petite histoire. Donc, c'est une femme de la petite aristocratie anglaise et qui est à l'origine amoureuse de William. Donc, c'est pour ça que j'ai fourché tout à l'heure. En fait, c'est William Murphy qui, lui, il officie, je dirais, dans
dans les bas-fonds de Londres, en faisant ses petites affaires un peu louches, un peu à la Peaky Blinder, en effet, c'est comme ça qu'on le qualifie, le tome 1 en tout cas. Mais c'est vrai qu'on se prend d'affection énormément pour ce Will, puisque, comme je vous ai dit, la guerre de 14 arrivant, il va aller au front. C'est quelqu'un qui reste quand même très intelligent, donc forcément, il va gravir les échelons. Il se dit que par ce gravissement d'échelons, il va pouvoir montrer à la famille de Julia de quoi il est capable, du fait que voilà, il a combattu pour son pays, son blason va être redoré, donc pour faire voir à cette famille que voilà, c'est pas n'importe qui, il n'est pas forcément que ce qu'on prétend et ce qu'on entend de lui et de sa famille. Et c'est vrai qu'on se prend d'attachement pour ce personnage, en tout cas moi je l'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui est très tolérant, mine de rien, mais c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, quand il aime, c'est à fond, il est entier, et en fait, il faut pas toucher à un membre de la famille à Julien, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui va défendre cette famille, qui va se battre pour cette famille, et franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce petit côté de cet homme qui se bat pour cette famille, pour plaire à cette femme, et pour surtout le qu'en dira-t-on, parce que voilà, ça le fait pas pour Julia d'épouser ou de fréquenter quelqu'un comme lui, et en fait c'est un peu contre nature, contre époque, donc c'est vrai que ce côté-là est très intéressant. On va suivre aussi Emily, donc la fameuse cousine Julia, qui est tempétueuse, qui est c'est quelqu'un qui brave les interdits parce qu'elle veut apprendre à conduire à l'époque, elle veut faire sa vie, elle veut être libre, elle veut pas de mari au début, hein, parce que voilà, elle veut donc sa liberté, et puis elle se rebelle beaucoup, Emily, contre toute la société patriarcale, et c'est vrai qu'à un moment donné, quand Archibald lui doit s'en aller donc au front, c'est vrai que son cœur vacille un petit peu, et c'est là qu'elle prend la décision de bien vouloir déjà, je dis bien, se fiancer avec lui, qui est très important parce qu'il ne part pas le cœur lourd, avec encore un refus, parce que c'était pas la première fois qu'il lui demandait de se marier avec elle, et elle avait toujours dit non, alors que là, elle a accepté de se fiancer, parce que voilà, il arrive des événements qui font que ça la perturbe, et qui lui font accepter enfin de se prendre en main, et de se dire que voilà, c'est pas parce qu'elle sera mariée que tout s'arrêtera. D'ailleurs, lui, il est très tolérant de ce côté-là, il va lui faire comprendre que c'est pas parce qu'elle aura la bague au doigt qu'elle devra arrêter, par exemple, je veux dire une bêtise, de travailler, de faire fonctionner sa maison, de prendre ses propres décisions. Mais du coup, moi j'ai une question, ils vont se marier avant qu'ils partent? Non, ils se marieront à sa première permission. C'est le deal. Est-ce que ça arrive ou pas? Je peux pas dire. D'accord, ok. Je peux pas dire, je peux pas tout dire. Ok. C'est comme Will et Julia. Julia, en fait, là où ça commence à être très prenant, c'est juste avant qu'ils partent au front. Il est prévenu par Emily et par une autre personne que je peux pas dire. Et en fait, elle va tout faire pour être sur le quai de gare, pour lui dire au revoir. Et ce jour-là, devant tout le monde, donc devant les gens qui connaissent de leur environnement et de leurs mêmes conditions, ils s'embrassent. Donc ça valide leur amour et leur fiançailles devant tout le monde. Donc le qu'en dira-t-on explose. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il va tout faire au front pour gravir les échelons, justement pour prévaloir tout cet état qu'on lui reproche, parce que il y a quelque temps en arrière il était en prison, Emily et elle ont tout fait pour qu'il puisse sortir grâce aussi à Churchill, enfin tout ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo, voilà, donc il y a des choses qui font que voilà, il redore son blason, et puis elle fait comme Emily, hein, Julia
sur ce plan-là, elle suit énormément Emily, c'est-à-dire que voilà, elle essaye de se fiche un peu de ce que pensent les autres, Oui. puisque voilà, à un moment donné, si ces femmes-là n'avaient pas justement eu ce genre de réflexion, de se dire que bah voilà, tant pis pour les gens qui n'aiment pas ce qu'on fait, tant pis pour le protocole aristocratique, tant pis pour tout ça, bah on n'en serait peut-être pas là nous aujourd'hui. Donc voilà, toutes ces femmes se sont rebellées, ont été aux mailles et puis ont été au devant de toutes ces décisions à prendre pour nous, notre condition. Donc voilà, moi j'aime beaucoup tout ça et c'est vrai que tout ça s'affirme dans le deuxième tome. On nous relate donc bien aussi tout ce qui est l'histoire avec un grand H, tout ce qui est de la Première Guerre mondiale. La preuve en est encore une fois la famille Murphy qui se disait soi-disant voilà, un peu comme les Peaky Blinders, donc voilà, mais finalement ils arrivent à se transformer, puisque à ce moment-là ils vont avoir l'idée de fabriquer donc des obus pour l'armée. Donc à un moment donné voilà, ils deviennent, je dirais, un peu plus propres aux yeux des autres personnes, puisque bah vendre des obus c'est pas bien, mais c'est mieux que de la drogue, la prostitution ou des choses comme ça, vous voyez. Donc voilà, tout se transforme, tout se change, il y a une évolution dans les mœurs et dans les idées des gens vis-à-vis de tous ces personnages. Et c'est vrai que ça change un petit peu. Après, il y a beaucoup d'entraide aussi, puisque Emily va accueillir donc une princesse, donc je vais pas parler, je vous laisse le découvrir. Julia donc et Emily, dans ce cas-là, puisque les hommes sont partis au front, elles vont rentrer en résistance dans le réseau 66. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ce réseau, puisqu'on va parler de Madame Calvel qui a existé. Et donc voilà, cet aspect historique est important dans le deuxième tome. Très bien raconté. Pareil pour tout ce qui est de l'effroi de cette guerre, de tout ce qu'on peut avoir ressenti est bien décrit. Donc l'horreur, etc. Donc c'est vrai que c'est un deuxième tome qui m'a beaucoup conquise. Déjà j'avais beaucoup aimé le premier par son dynamisme, même s'il était peu épais, hein, je le rappelle, mais le deuxième vraiment en vaut la peine, parce que c'est une belle continuité, on nous installe vraiment bien les personnages et l'évolution surtout pour tout le monde, parce que alors là, vu que la guerre a éclaté, tout le monde évolue et est forcé d'être en transformation perpétuelle, puisque bah voilà, hein, d'un jour à l'autre on peut ne plus être là, donc on prend des décisions à un moment donné pour certains et certaines très importantes. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Quoi vous dire d'autre? Eh ben que je lui mets 5 pour une belle continuité. Bah écoutez, hein, si vous êtes tenté par lire cette saga, dites-moi en commentaire, ou si vous en avez une autre qui vous tente, dites-moi le aussi. Moi je sais que celle-ci m'a beaucoup plu. J'ai lu les 3, bientôt je vous chroniquerai le 3e, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc moi, pour le dernier de cette vidéo, je vais vous parler d'une fin de saga. C'est le 3e tome et c'est The Blood Traitor de Lynette Nonier aux éditions Hachette Roman. Donc c'est la suite de The Prison Healer, la prisonnière de Zalendov, donc le premier tome que, rappelez-vous, j'ai lu en janvier 2024 et que j'ai adoré, puisque c'était le premier tome que je lisais. Mais les 3 tomes ont une couverture de fou. Déjà les 3 tomes ont une couverture de fou, mais en plus ces 3 tomes sont géniaux et on ne veut plus les lâcher. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai aimé dans celui-ci, puisque c'est une fin de saga, donc si vous l'avez pas forcément lu, faites attention. Pas tout vous dire. Je vais essayer de pas vous spoil, mais en même temps ça va être très dur, puisque finalement c'est le dernier et c'est ce qui conclut l'histoire. Kiva, rappelez-vous, est dans le camp ennemi des rebelles, dont elle est la fille finalement, parce que rappelez-vous, sa mère, une Corentine, puisqu'elle s'appelle Kiva Corentine, est une rebelle et veut reprendre le trône qui leur appartient, je vais y arriver, qui leur appartient d'origine. Sa sœur et son frère, ils vont essayer d'honorer la mémoire de leur mère qui veut absolument
reprendre le royaume qui leur appartient. Donc ça, c'est dans le 2e tome. Je vous apprends rien si vous l'avez lu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme Kiva est chez les ennemis, techniquement, et qui est dans ce palais, et qui doit l'infiltrer, rappelez-vous, dans le 2e, oui, c'est vrai, je me rappelle de ça, oui. Tu m'avais dit qu'elle jouait un peu un double jeu. Elle jouait un double jeu, puisqu'elle voit sa sœur, elle lui raconte certains trucs, mais elle lui raconte rien de concret. Elle garde vraiment tous les éléments, on va dire, secrets, en secret, justement. Tout ce que Jaren lui dit, elle ne le dit pas à sa sœur, alors qu'elle devrait le faire. Oui. Elle ne lui donne que des petits trucs qui vont finalement mener Zulka, si ça se prononce comme ça, qui vont mener Zulka finalement à ses fins. Finalement, qu'est-ce qui arrive à la fin du 2e? Zulka arrive justement à ses fins, rentre dans le palais, je vous la fais gros, je vous détaille pas tout, et en fait, finalement, parvient à semer le chaos dans le palais, et elle s'en prend même à Jaren, et lui retire ses pouvoirs. Sachant qu'il a le pouvoir des 4 éléments, qui est très important, puisque c'est lui qui est le futur roi du royaume, etc. Donc, il est très important, le futur héritier, tout ça. Elle est amoureuse, elle est amoureuse de lui il est amoureux d'elle, donc voilà. Et en fait, c'est là où lui, il découvre qu'est-ce qu'elle a fait finalement. Il a dû être déçu. Hein. Et donc, du Pauvre coup, garçon. on s'attend dans le 3e à ce qu'il la déteste. Derrière, on nous dit il ne lui pardonnera jamais. Et c'est un peu... Enfin, c'est pas forcément la vérité, puisque au départ, en fait, de ce tome, on se retrouve à Zalandov. Non, mais il a dû lui en vouloir quand même un peu. Non, mais on se retrouve à la prison. Alors qu'elle en est sortie. Et en fait, si on se retrouve de nouveau à la prison, c'est ni plus ni moins parce que sa sœur a fait enfermer Kiva de nouveau à Zalandov. Mais cette fois pour qu'elle n'en revienne jamais. Et pour qu'elle ne ressorte jamais. Voilà. D'accord. Donc on commence ce tome-là avec ça. Donc en fait, elle se fait emprisonner par sa propre sœur. Oui, parce que finalement, en fait, sa sœur a compris... Alors qu'on pourrait penser que ça viendrait plus de lui. Oui, mais non, parce que lui, déjà, il a plus de pouvoir, il est comme un peu viré de son palais. C'est con, hein, ça, tu vois, finalement, et il y a toute sa famille aussi. Et en fait, Zulka, elle a compris que sa sœur, en fait, elle était contre elle, finalement, puisqu'elle aimait Jaren. Donc, et finalement, elle avait choisi depuis le début... elle aurait pu faire tampon. Tu sais, des fois, quand on fait double jeu, on peut faire aussi tampon entre les deux. Je dirais pas qu'elle a essayé, c'est juste que c'était très compliqué pour elle de toujours devoir avoir un équilibre. Ouais, tu en prends les choses. C'est ça, c'est dur quand même, parce qu'en plus tu mens à l'un, mais tu mens aussi à l'autre, et tu dois... Enfin, c'est quand même... Tu mens à ton sang quand même, parce que sa sœur, c'est son sang. Oui, enfin, sa sœur, elle est assez spéciale, mais bon... Oui, mais bon, ça reste quand même sa sœur. Justement, les liens du sang... C'est ça, elle veut pas forcément la tuer, mais on comprend bien que dans le 3e, c'est plus une option en fait. Il faut arrêter Zulka, et parce que c'est devenu une terreur. Enfin, c'est l'ennemi par excellence, et elle ne fait pas que du bien. Donc c'est plus même, on nous apprend même par rapport à son pouvoir ce qu'elle a appris justement dans le 2e tome, etc. Tu vois, ça se répercute aujourd'hui sur le 3e. Enfin voilà. Et en plus, Jaren a été virée de chez lui. On ne sait pas s'il va bien. On ne sait pas, parce que dans le 3e, on commence comme ça, avec l'événement de la prison. D'accord. Finalement, elle ne peut plus en sortir, en fait. Donc, il faut qu'elle trouve une solution. Mais alors, qui c'est qui va venir la délivrer? Mais on sait ça? Justement, attends, je vais en venir, parce que techniquement... Parce que lui, pauvrette, il a plus de pouvoir. Ça va pas pouvoir être lui, hein. Si non, mais déjà, en plus de Zalandov, c'est une prison réputée pour que tu n'en sortes jamais. Donc, techniquement, déjà, il y a un problème. Tu vois. Et en fait, justement, elle arrive, qui va là-bas, elle est complètement droguée. Ils appellent ça la poudre d'ange, je crois. Oh, tu vois, c'est pas bien sûr. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre, mais parce que je peux confondre avec un autre livre, mais en gros, c'est ça. C'est une drogue, finalement, et en fait, elle n'arrive pas à s'en sortir, en fait. Elle est addicte à ça, et en fait, elle n'arrive plus à remonter la pente. Et qui c'est qui va l'aider? C'est celle qui est dans le premier épisode, forcément, puisqu'elle est à la prison, c'est Cresta. Cresta, qu'on s'entendait pas du tout, enfin personnellement je m'attendais pas du tout à ce qu'elle aide Kiva justement, tu vois. Il y a peut-être un intérêt, non? Mais on comprend qu'après, mais c'est pas forcément un intérêt méchant. Voilà, comme on pourrait le penser. Voilà, exactement. Et finalement, en fait, on se rend compte que Kiva va lui faire confiance, puisqu'elle va lui dévoiler certaines choses, et ce qu'elle a fait notamment par rapport à sa sœur et à Jaren, et elle s'en veut déjà de ce qu'elle lui a fait, puisqu'en fait, elle ne voit que par lui finalement, et même par rapport à sa sœur, elle pense plus à Jaren que à Zulka, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, qui c'est qui fait la délivrer? C'est une bonne question. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Je ne sais pas. Amis, peut-être pas, parce que si c'est la fin du 3, on va peut-être rien dire. Mais sachez quand même qu'on la délivre.
Je ne vous dirai Donc pas. voilà, on va taire. Mais si, en fait, je vais vous le dire. Ah non, Non, mais je vais pas vous dire qui c'est, mais je vais vous dire pourquoi on la délivre. Parce que ça, c'est intéressant. D'accord. Parce qu'en fait, elle se fait délivrer. Donc, je ne vous dis pas par qui. Délivrer, libérer. Et en fait, elle est amenée dans un autre royaume. Donc, c'est pas du tout celui de sa sœur. Et en fait, elle doit rencontrer finalement le roi de ce royaume. Et elle... Oh, ça pue, ça, non? Attends. Donc, elle arrive là-bas. On lui propose une chambre, puisque voilà, elle a fait des jours de voyage. Et on lui dit, tu vas rester ici, puisqu'il y a un mariage qui se prépare. Tu vois. Non. Donc elle pense, elle pense. sait que c'est parce qu'en fait elle sait qui est ce roi et en fait elle sait que c'est le mariage de sa sœur avec ce roi-là. Ah, j'ai cru que t'allais me dire que c'était elle qui l'avait prise exprès pour avoir. donc finalement en fait elle va assister au mariage de sa sœur. Donc elle est accueillie, on lui donne une chambre dans laquelle il y a une servante, entre guillemets on va l'appeler la servante parce que je ne vous dirai pas son nom. Non plus, et en fait c'est elle qui va s'occuper d'elle, enfin l'aider quoi, c'est son rôle quoi finalement, et donc qui va, elle se dit mais c'est bizarre, enfin je veux dire, elle sort de prison, elle se demande mais... Et puis sa sœur voulait plus qu'elle sorte. Voilà, c'est pas logique, bien. Elle se pose des questions, voilà, c'est normal finalement. Et en fait, elle va donc rencontrer le roi, et ce roi lui annonce que elle se trompe, que ce n'est pas le mariage de sa sœur mais le sien. Ah, j'avais raison alors. C'est donc son mariage puisque c'est sa... Ah mais c'est horrible. C'est sa mère... Non, je crois que c'est sa sœur ou c'est sa mère. Je crois que c'est sa mère qui a conclu un pacte. Ou c'est sa sœur. Non, c'est sa sœur. C'est sa sœur qui a conclu le pacte avec lui. Comme quoi, si... je crois que s'il l'aidait dans un truc, il pourrait prendre la main de sa sœur puisque Kiva, c'est la plus puissante des 3 enfants. C'est fourbe ça. Tu vois. Et c'est pour ça qu'elle a été enfermée à Zalandov avec son père à l'époque. C'est parce que c'est la plus forte des 3 enfants. Non, mais c'est fourbe parce qu'il va quand même la délivrer pour se marier avec elle. Voilà, mais non, je te dis pas qui l'a délivré et pourquoi. Enfin bref, tu le prendras. Et donc voilà, donc elle se dit mais c'est pas possible, enfin on peut pas me faire ça, j'ai pas envie d'être mariée, enfin j'étais en prison jusqu'à maintenant. C'est un mariage, c'est un arrangement ça. Voilà, et en fait le roi dans cette discussion là va l'amener jusque dans les cachots finalement, et en fait elle va rencontrer le prisonnier qui est, on va l'appeler l'amant de sa mère, puisque en fait lui il aimait sa mère au plus haut point, même si elle était pas forcément réceptive il me semble, mais il vouait un amour inconditionnel et en fait il voulait tout faire pour elle, donc il est resté jusqu'à la fin, il l'a aidée etc dans tout ce qu'elle a voulu faire, enfin je peut-être pas trop il va sûrement lui révéler des choses alors. Donc il lui révèle certaines choses, voilà. C'est intriguant tout ça. Voilà, et il lui révèle certaines choses. Donc tout ça c'est très intéressant, tu vois. Et de là donc commence finalement l'histoire, puisque nous, elle vient de sortir de Zalandov, donc on est content. Mais elle vient de se mettre dans un autre bourbier. Tu vois, du coup en fait, enfin voilà. Et en fait du coup c'est son mariage qui est prévu. Il y a Séraphine, la sœur du roi, qui débarque justement qui débarque au royaume finalement, et qui va faire la rencontre justement de Kiva, puisque Séraphine aussi elle intervient dans des paroles dans les autres tomes, mais on sait pas trop qui c'est puisqu'on l'avait jamais vue encore à proprement parler, ou peut-être une fois mais je m'en souviens plus, puisque théoriquement Séraphine elle aimait quelqu'un mais du coup elle a été mariée avec quelqu'un d'autre, enfin bref il y a une histoire aussi comme ça. Je vais pas trop m'étaler sur l'histoire, mais sa servante est très importante dans le sens où à un moment donné quand justement Séraphine va rentrer, je crois que c'est son prénom, c'est Séraphine si je me trompe pas, et en fait à un moment donné elle va rentrer avec Séraphine dans sa propre chambre, et là sa servante part, et là elle part, sauf que Kiva elle se dit mais c'est bizarre, pourquoi ma servante elle part, enfin je veux dire, à se reprocher. Elle est pas censée s'en aller au moment où en plus la sœur du roi est présente dans la pièce, tu vois, enfin elle est censée en plus les aider s'il y a besoin, enfin ouais ça... Et donc Kiva va le remarquer mais va pas en faire tout un foin finalement. Et c'est un peu plus tard qu'on apprend finalement, à un moment donné, il lui arrive quelque chose, donc je vous épargne trop les détails, que en fait finalement cette servante n'est pas n'importe qui. Et en fait c'est la sœur du cousin de Jaren.
C'est Kaldun, voilà. Kaldun qui est très important dans la vie de Kiva puisque c'est le cousin de Jaren et que c'est grâce à lui que par exemple elle s'est entraînée, il lui a appris plein de choses, ils s'entendent très très bien, il était là au palais justement. Donc elle est là pour l'aider alors. Ashlyn, voilà. Et en fait, donc, la servante c'est Ashlyn, voilà. Et Ashlyn c'est la sœur de Kaldun et ce sont les cousins de Jaren. D'accord. Donc ils sont de la même famille. Sauf qu'en fait, Kiva se dit mais elle est venue là pour me tuer, enfin c'était fait exprès, c'est pour ça qu'elle s'est en allée quand Séraphite est venue, pour pas qu'on la reconnaisse, etc. Mais en fait, non. En fait, elle était là justement pour... c'est une alliée. Pour récolter des informations finalement. Donc voilà, et puis il faut savoir que sûrement pour l'aider plus tard. C'était pas forcément pour elle parce qu'elle s'attendait pas forcément à ce que Kiva arrive en fait finalement. Et en fait là elle va savoir que sa mission a changé et que finalement son but à elle va devoir être de secourir Kiva. Je vais y arriver. Qu'est-ce que t'en as pensé J'ai beaucoup aimé ce dernier opus là de cette belle saga. J'ai beaucoup aimé cette saga, j'ai beaucoup aimé le dernier tome. Je le mets 5, ça reste quand même une de mes sagas coup de cœur de cette année finalement puisque j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Chaque tome avait un enjeu différent et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai adoré en fait. Je n'ai pas grand chose à lui dire à part je sais que tu l'as beaucoup aimé. Ouais, dites-nous si ça vous tente vous de lire cette saga et si vous voulez, il y a les autres dans les autres vidéos. En fait, on s'ennuie pas. Tome 1. On s'ennuie pas. Il y a toujours du rebondissement, toujours une action, toujours une histoire ou quelque chose à résoudre. Donc c'est vrai que on s'ennuie pas. Et puis même au niveau des émotions de Kiva, tu vois, on est très imprégné dedans. Voilà. Ouais, ça a l'air d'être sympa. En tout cas, moi c'est quelque chose que je pourrais lire aussi, ça. Oui, t'aimerais bien. Pour lire un peu de fantasy. Que je lis de temps en temps. La vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on est très contente de vous partager nos lectures comme d'habitude. Tous les liens sont en description si vous voulez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et aussi, vous pouvez retrouver le titre des livres si vous avez un peu la flemme, comme nous des fois, de retourner en arrière pour savoir le titre du livre. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche. Et voilà. J'ai oublié moi. La cloche. Bah oui, c'est pour ça, activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications. On vous fait plein de bisous, portez-vous bien, lisez bien. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Bye bye.